Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouveaux threads d'horreur qui sont francophones. 2 sont français et 1 est canadien j'imagine, vu les prénoms. Je vois que la dernière vidéo vous a pas mal plu et vous allez voir dans cette vidéo il y a aussi quelques petites similitudes. J'en dis pas plus, vous verrez bien. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, t'actives la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas, le petit pouce bleu il fait toujours plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors je suis désolé, dans la première histoire vous entendrez peut-être un peu de vent, j'ai essayé de faire ce que je pouvais au montage. Bon visionnage quand même. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clémentine. Elle nous dit que chaque soir, en rentrant de sa fac, elle a sa petite routine. Elle passe devant une école primaire, puis devant une église, la mairie, et enfin elle passe au centre-ville pour rentrer chez elle. Elle doit passer par une petite ruelle très sombre pour enfin arriver dans son petit appartement de 20 mètres carrés. Clémentine, elle aime pas du tout passer par cette ruelle. L'atmosphère est creepy, mais pas le choix, elle doit passer par là tous les jours, sinon elle rentre pas chez elle. Quand elle rentre de la fac, elle se pose sur sa chaise devant son bureau pour faire ses devoirs. D'ailleurs, ça fait un petit moment que sa chaise elle grince. Mais bon, généralement elle fait ses devoirs en écoutant de la musique, donc ça va. Généralement, après ses devoirs, elle se fait à manger et en fin de soirée, elle se pose sur son lit qui est vers le bureau pour chill devant Netflix ou sur YouTube devant une de mes vidéos. Ok, j'avoue, elle a pas dit ça, mais bon, je me suis fait un petit kiff perso, ça arrive. Maintenant qu'on a posé tout ce contexte, on passe au soir du 21 décembre. Clémentine, elle est enfin en vacances. Elle doit retourner dans sa ville natale le lendemain, du coup elle en profite pour se rendre à une soirée que ses camarades de classe ont organisée afin de fêter les vacances. Le thème de la soirée, c'est Noël, c'est logique. Et pour cette soirée, Clémentine, elle décide de se déguiser en Mère Noël. Elle décrit sa tenue comme légèrement sexy mais pas provocatrice. Clémentine, elle a prévu le coup, elle a sur elle un très long manteau pour le trajet, comme ça on voit pas sa tenue sexy en dessous. Elle commence à sortir de chez elle et elle a un fameux toc. Elle doit fermer toujours sa porte à double tour. C'est bon, elle a bien fermé la porte à double tour, du coup elle descend dans les escaliers. Quelques marches plus bas, elle tombe sur un homme. Il lui sourit et il la salue. Elle en fait de même et elle arrive devant la porte de son immeuble. La porte de son immeuble d'ailleurs qui est encore cassée, ça fait plus ou moins une semaine que la poignée de la porte elle est cassée. Clémentine ça la saoule, elle paye pas pour avoir un truc cassé non plus. Et surtout le proprio lui a assuré qu'il avait fait changer ça il y a 2 jours. Clémentine décide de se rendre à la soirée, à pied du coup, et elle nous dit que c'est à peu près à une vingtaine de minutes. Mais bon, il fait pas trop froid pour un 21 décembre. Les 20 minutes passent super vite, sachant qu'elle a ses écouteurs sans fil et elle écoute de la musique qu'elle kiffe. Elle finit par arriver devant une porte en bois. C'est l'immeuble dans lequel se déroule la soirée. Sauf que pour rentrer dans l'immeuble, il faut le digicode. Et Clémentine, elle connaît pas le digicode et personne lui a donné. Elle regarde s'il n'y a pas un gars de la soirée à la fenêtre, mais non, personne à ce moment-là. Au moment de sortir son téléphone pour appeler la personne qui organisait la soirée, elle voit un groupe de potes à elle et eux ils connaissent le digicode. Du coup, ils rentrent tous dans l'immeuble. Elle passe une très bonne soirée, elle a bu raisonnablement, enfin, c'est ce qu'elle pensait du moins. Vers les 2h du matin, elle décide de retourner chez elle. Clémentine, elle est crevée et elle veut profiter de son lit douillet avant de retourner chez ses parents pour les vacances. Clémentine dit au revoir à tout le monde et elle leur souhaite de passer de bonnes vacances. Au moment de partir, elle se dit que c'est pas raisonnable de rentrer seule. Il est 2h du matin, elle est dans une grande ville et elle est un peu éméchée. Elle demande à Steven, un mec plutôt musclé de sa fac, s'il peut la raccompagner. Steven accepte et Clémentine est plutôt contente. Petit bonus, apparemment Steven il est plutôt beau gosse. Sur le chemin du retour, Steven il lui parle, mais vraiment beaucoup. Clémentine ça la dérange pas du tout. Elle est un peu sous son charme et on le rappelle, elle est bourrée. Donc Steven doit l'aider à tenir debout sinon elle tient pas trop la route. Steven il la raccompagne jusqu'à sa porte d'entrée. Clémentine met la clé dans la serrure et après plusieurs tentatives, elle entend un clic. La porte s'est ouverte qui est d'ailleurs plutôt étrange, vu que normalement elle ferme à double tour. Mais Clémentine sur le coup elle est pas dans son état normal et elle se dit qu'elle est sortie assez vite pour se rendre à sa soirée et qu'elle a dû fermer qu'une seule fois. Clémentine fait la bise à Steven et le remercie de l'avoir accompagnée jusqu'à chez elle. Clémentine elle est claquée. Elle se glisse sous ses draps, elle a juste enlevé ses chaussures, du coup elle a encore son manteau sur elle. Elle commence à fermer les yeux pour s'endormir quand elle entend un bruit. Un bruit qu'elle reconnaît très bien.
c'est celui de la chaise de son bureau, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Avec l'adrénaline, Clémentine retrouve un peu de lucidité. Et elle se rappelle de son fameux toc, celui de fermer la porte à double tour constamment. Et que là, elle avait réussi à ouvrir la porte avec un seul tour. Clémentine, elle se recroqueville en position fétale du côté opposé au bureau. Et elle met sa grosse couette sur ses épaules. Elle pouvait percevoir une respiration très lente et qui se voulait la plus silencieuse possible. Et ça se rapprochait de plus en plus d'elle. Elle commençait à sentir ce vent chaud et humide lui toucher la nuque. Cachée sous la couette, elle a réussi à sortir son téléphone de sa veste avec la plus grande délicatesse. Elle envoie un SMS pour dire à Steven de remonter le plus vite possible chez elle. Il y a un intrus dans son lit. Effectivement, il y a un poids qui vient de se poser juste à côté d'elle dans le lit. Et Clémentine, elle peut sentir un parfum qui lui est familier. Elle l'a senti quelques heures plus tôt, dans les escaliers. L'homme qu'elle avait croisé, c'était lui qui se trouvait à quelques centimètres d'elle. Elle a fermé très fort les yeux et elle a prié pour se réveiller de ce cauchemar. Elle rouvre les yeux et non, ce cauchemar est bien réel. Mais d'un coup, la porte fermée à double tour a sauté. Clémentine, elle entend alors la voix de Steven qui l'appelle. Steven s'est mis à crier et le poids à côté d'elle a disparu. Et quelques secondes plus tard, un gros bruit sourd a retenti. Clémentine a peur, elle est recroquevillée en boule et elle ne veut pas ouvrir les yeux. Steven finit par la rassurer et lui dire d'appeler la police. Clémentine a ouvert les yeux et elle a vu son sauveur lui sourire. Mais Steven n'était pas seul, il était en train de plaquer l'intrus sur le sol. Clémentine leur appelle la police pour leur expliquer la situation. Une dizaine de minutes plus tard, les policiers sont arrivés dans l'appartement. Le propriétaire de l'immeuble a été réveillé par tout ce bordel et lui aussi il est venu dans l'appartement de Clémentine. Finalement, il s'avérait que le proprio avait bel et bien fait réparer la porte de l'immeuble, mais elle avait à nouveau été dégradée le jour d'après. Son agresseur, si on peut l'appeler ainsi, était bien connu des forces de l'ordre. Il avait été arrêté à multiples reprises pour agression sexuelle. Clémentine a vite compris que sa petite routine en sortant de la fac avait sûrement conduit cet homme jusqu'à chez elle. Après cette histoire, Clémentine et Steven se sont rapprochés et possiblement ils pourraient se mettre ensemble. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite d'ailleurs. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. On passe de suite à la seconde histoire. Pour cette deuxième histoire, je vais vous la faire à la première personne étant donné qu'il y a beaucoup de détails qui vont être beaucoup plus intéressants à raconter à la première personne. Je vais vous raconter une expérience assez troublante que j'ai vécue il y a de ça un petit moment, lors de mes vacances dans le sud de la France avec ma copine. Pour faire simple, nous arrivons le 14 juillet à notre destination de vacances, bien évidemment remplie de touristes, dont nous faisons partie d'ailleurs. Nous décidons alors d'aller contempler le feu d'artifice tiré le soir même de notre arrivée. Parfait, nous nous rendons au port de la ville où le feu d'artifice est tiré. Pendant que nous attendions que le feu d'artifice soit tiré, le port s'est rempli d'une façon incroyable. Nous avons décidé de nous mettre assez en retrait et ce 30 minutes avant le début programmé du tien. Pour pouvoir nous adosser contre un mur, tout simplement car la route a eu raison de nous et nous étions littéralement KO. Nous avons donc vu la foule arriver petit à petit. Mais nous avons également remarqué un homme présent depuis notre arrivée, un petit peu plus proche de l'endroit où était tiré le feu d'artifice. Néanmoins, il n'était pas collé aux barrières. À ce moment, je me suis amusé de ça en me disant « c'est un peu con de venir 30 minutes en avance pour ne même pas prendre la meilleure place possible ». Ce qui fait que je me suis mis à surveiller ce monsieur, voir s'il n'attendait tout simplement pas des amis ou sa famille. Il ne bouge pas. Le feu d'artifice commence doucement et puisque nous sommes en 2021, tout le monde le vit à travers son smartphone et le filme. Je suis très grand, ce qui fait que je ne suis absolument pas gêné par tous ces bras levés. Cependant, ma copine ne bénéficie pas du même avantage, elle ne voit absolument rien. On décide alors de se décaler un petit peu et de chercher un autre endroit avec une vue un peu plus dégagée afin qu'elle puisse bénéficier du spectacle. On trouve une petite place tranquille et puis le feu d'artifice étant relativement long, je décide du haut de mes presque 2 mètres de scruter les environs et de voir combien d'individus vivent cet événement à travers leur téléphone. Et là, je vois un téléphone et son flash braqué vers moi, en train de me filmer j'imagine. Et je reconnais le cher monsieur qui visiblement lui aussi avait changé de place. J'ai alors pensé que ce monsieur était tout simplement un journaliste local qui prenait des photos ou vidéos. Le feu d'artifice se termine et nous sommes si fatigués que nous rentrons immédiatement. L'homme me sort totalement de la tête. Le lendemain, je suis malade comme une bête. Nous ne sortons pas de la journée neutre, inutile d'épiloguer. Le surlendemain, le 16 donc, nous faisons nos courses au marché et à une petite supérette.
Nous tombons amoureux de la ville et de sa population, loin de notre région couverte de champs et de nos bureaux. Le repos total. Le 17 juillet, une fois les courses faites et la santé retrouvée, nous décidons d'aller à la plage. La journée se passe et de 13h30 à 19h, nous sommes à la plage. Moi dans l'eau, ma copine cette trouillarde n'ose pas y mettre le moindre doigt de pied. Je nage, elle bronze. J'admire les poissons, elle lit. Chacun de son côté avant de nous retrouver à 18h sur la serviette, ou plutôt que je la retrouve. À ce moment, je lui demande si elle passe une bonne journée. Seule réponse, un petit oui hésitant. Ne voulant pas créer une embrouille, une réaction de ma copine qui démarre au quart de tour, je me résigne à lui demander des explications plus tard. Nous rentrons à l'appartement sur les coups de 19h20. Je lui demande alors pendant le repas de m'expliquer pourquoi son oui était si peu enthousiaste. Elle me répond alors qu'elle s'était sentie gênée par le regard d'un homme qui, au moment où je l'ai rejoint sur la serviette, a commencé à la fixer. Elle me dit être gênée par ce pervers et elle me dit que cela la dégoûte de devoir être confrontée à ça de nos jours. Et je la soutiens naturellement et je lui demande si l'homme en question l'a interpellée ou s'il l'a observée toute l'après-midi. Elle m'explique alors que non. Il a commencé à la fixer quand je l'ai rejoint sur la serviette et que je tournais le dos à cet homme car je lisais à plat ventre. Néanmoins, des pervers sur la plage, il y en a beaucoup trop et je suis impuissant. Je fais de mon mieux pour la réconforter. Le 18 juillet, nous faisons des visites de la ville, enfermés dans des musées toute la journée. Pas d'anecdotes croustillantes. Le 19 juillet, quant à lui, est plus intéressant pour vous. En cette belle journée très chaude, nous décidons d'aller à la plage plus tard. À 16h précisément, nous avons glandé devant la série Malcolm le reste du début de l'après-midi. Et nous réservons une table au restaurant pour 19h30. De 16h à 18h30, nous passons l'après-midi à deux sur nos serviettes. Et nous prenons beaucoup de photos pour en faire des souvenirs. Par la même occasion, j'échange par SMS avec des proches qui prennent de mes nouvelles. Je décide donc de prendre une photo de la plage et de la mer et de l'envoyer à mes différents proches. J'envoie plusieurs photos différentes à différents proches, toutes prises entre 16h23 et 17h11. J'envoie en tout 3 photos différentes. Par exemple, une avec un bateau de croisière pour ma grand-mère qui est fan de ça. Journée parfaite, rien d'alarmant. Nous rentrons et mangeons au restaurant. Une pizzeria fabuleuse. Le 20 juillet commence comme la veille, mais cette fois-ci nous n'allons pas au restaurant ce soir. Nous avons donc prévu de rester plus longtemps à la plage. Une fois allongé, je contemple la plage qui est bondée, et mon regard s'arrête sur un homme qui me fixe. Après 1 minute de réflexion, je suis formel. C'est l'homme du soir du feu d'artifice. Cette minute de réflexion est principalement due au fait que cet homme, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Un homme de 1m80, chauve avec une casquette et une barbe grisonnante. Néanmoins, j'en suis sûr, c'est lui, et je reconnais son téléphone, du moins sa coque de protection qui est particulière. Mon calvaire commence à partir de ce moment-là. Je mets mes lunettes de soleil, elles sont très teintées et du coup on ne voit pas mes yeux. Je les mets de façon à ce que cet homme ne puisse pas penser que je l'observe et je me mets à le fixer. Et là, je me rends compte que cet homme ne fixe littéralement que moi sur cette foutue plage. Il n'arrête pas d'envoyer des SMS, je suppose, et il lève la tête comme s'il était paniqué. Il continue d'écrire des SMS, puis de nouveau, il me fixe. L'objectif de son téléphone se braque sur moi. Impossible de dire s'il me photographie ou s'il incline son téléphone pour le soleil. Néanmoins, je psychote et pour moi, aucun doute, il me prend en photo. Cela dure 2h30. De 16h jusqu'à 18h30, cet homme ne fait que de me fixer. J'en avertis ma copine par SMS alors qu'elle est collée à moi, mais c'est juste pour ne pas éveiller de soupçons de mon admirateur secret. Je demande à ma copine si elle aussi elle trouve que cet homme me fixe. Sa réponse est formelle, oui, de ouf, je le regarde depuis tout à l'heure, il ressemble au mec qui me matait. Je commence à paniquer, j'ai plus aucun plaisir à être sur cette plage. À 18h45, l'homme semble quitter la plage. Il me frôle et passe dans mon dos pour quitter la plage. Ma copine m'informe qu'il m'a dévisagé. Je décide de me retourner et de suivre du regard cet individu. Pour faire simple, à 50 mètres à gauche de ma position, et donc le long de la plage, il y a une énorme dalle en béton où se trouvent des douches, des casiers et des restaurants. L'homme se rend ici et se retourne en se mettant le long d'un poteau électrique et il se met à regarder vers moi. Il sort son téléphone et semble zoomer. Plus de doute pour moi, je semble attirer beaucoup trop l'attention de cet homme. Je décide de me lever, de retirer mes lunettes, de mettre ma main devant mes sourcils et de regarder cet homme au loin pour lui faire comprendre que je ne suis pas dupe et que je le vois. Ni une ni deux, il embraye le pas et vient vers moi. Je commence à stresser, je me dis ça y est, je vais me faire embrouiller par un homme qui me fixe depuis 2 heures.
Je me remets sur ma serviette et regarde l'homme arriver vers moi. De la même façon qu'auparavant, il me frôle et me dévisage en passant dans mon dos. Encore une fois, il ne quitte pas la plage, mais il se rend cette fois-ci à 50 mètres sur ma droite, là où se trouve une digue où des enfants s'amusent à plonger. L'homme rejoint le groupe d'enfants, sort son téléphone, pose son sac et se met à fixer dans ma direction. Je dis alors à ma copine que je ne me sens pas du tout en sécurité et que j'aimerais rentrer. Le temps qu'elle finisse sa page, je commence à plier bagages et je secoue ma serviette. Je surveille toujours l'homme au loin et ce dernier comprend que nous partons, et il fait de même. Après avoir rangé mes affaires, je me retourne et je vois cet homme derrière moi, 20 mètres plus loin et 5 mètres plus haut, accoudé sur le rebord du muret de la rue faisant la démarcation entre la rue et la plage. Il était en train de me fixer à nouveau. Il me voit et il détourne son regard, et il part récupérer son vélo. Trop c'est trop, on repart. Je suis très peu à l'aise, je ne fais que me retourner tout le long du trajet. Nous ne sommes qu'à 2 minutes à pied de la plage, mais le trajet me semble bien plus long. Arrivé à proximité de notre location, il ne reste qu'un passage piéton à traverser. Nous nous engageons sur le passage piéton et un scooter se présente et nous laisse passer. Je regarde directement ma copine dans les yeux et elle comprend aussitôt. L'homme sur le scooter ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'homme de la plage, mais lui il a des cheveux. Peu importe, l'homme monte une côte opposée à notre location, pas de souci à se faire, il ne voit pas où on loge. À savoir, notre location donne directement sur la rue. Nous prenons notre douche, mangeons, et pendant que nous mangeons, le fameux scooter passe 4 fois en 5 minutes dans la rue. Autant vous dire que j'étais déjà parano, mais à ce moment-là, pour moi, tout le monde veut ma mort. Après ça, je reçois un SMS d'un proche me souhaitant de bonnes vacances, suite à ma photo de la veille. J'informe donc ma copine de la réception de ce SMS et elle demande ce que j'ai envoyé à mon ami. Je décide donc d'agrandir la photo et de lui montrer. Au moment où je veux tourner le téléphone vers elle, quelque chose me choque. Sur la photo prise la veille qui était une journée banale, y figure l'homme regardant dans ma direction. Mon sang se glace littéralement. Je regarde de suite les autres photos. L'homme est présent sur presque toutes les photos et semble me photographier sur l'une d'entre elles. Je le montre à ma copine, nous sommes profondément choqués. Néanmoins, sur les coups de 21h, nous décidons d'aller nous balader. Bon, par précaution, j'embarque un couteau de cuisine avec moi. Le 21 juillet, nous retournons au marché, nous ne croisons personne. Cependant, sur le retour, l'homme au scooter fait son apparition et nous suit dans une rue piétonne. L'homme m'interpelle et me demande si je suis du coin et me demande une adresse. Je décide de bluffer, je lui réponds « Ouais, je suis du coin, mais je connais pas cette adresse. » Et là, l'homme me demande « Ah oui, vous habitez où ?» Je réponds que cela l'intéresse sûrement pas et nous partons. Une fois rentrés du marché en ayant vérifié que nous ne sommes pas suivis, ma copine s'inquiète de cette situation. Mais nous sortons néanmoins le soir sans problème. Le 23 juillet, nous retournons à la plage avec la boule au ventre. Néanmoins, personne de croisé. Le soir, nous allons au port prendre une glace. Ma copine me dit avoir aperçu le chauve, mais celui-ci n'a pas pu nous suivre à cause de la foule. Le 24 juillet signe notre départ. Nous nous réveillons à 4h du matin, nous déjeunons et nous nous préparons. À 4h30, je décide de charger la voiture. Ça me prend 2 allers-retours pendant que ma copine nettoie rapidement le logement. Je charge alors des sacs dans la nuit noire avec la chair de poule. Je psychote, je ne pense qu'aux événements de ces derniers jours. Et je remarque à 20 mètres sur un banc public une ombre. Je pense à un SDF et j'essaie au max de me raisonner, de me dire que mon cerveau me joue des tours. Cependant, il y a bien quelqu'un, j'en suis sûr. Je verrouille mon véhicule et je vais saisir un nouveau couteau dans la cuisine. Ma copine est prête. Nous partons, nous déposons la clé de l'appartement dans la boîte aux lettres. Nous rentrons dans le véhicule et je m'empresse de verrouiller les portières. Ma copine s'exaspère et me fait remarquer que ça devient obsessionnel. C'est vrai, j'ai exigé que nous dormions les fenêtres fermées toute la semaine par peur d'une introduction dans le logement donnant sur la rue. Je ne réponds pas et je m'apprête à faire demi-tour dans la rue vide pour prendre direction l'autoroute. Et pendant la manœuvre, je fais en sorte d'éclairer vers le banc public. Et là, je demande à ma copine, c'est obsessionnel ça ? L'homme était devant nous, sans aucun doute, assis sur le banc public, à seulement quelques mètres de notre logement. Ma copine est désemparée et une fois le demi-tour effectué, en remontant la rue, stationné entre 2 voitures, nous apercevons le scooter avec son conducteur. Ma copine s'excuse et pleure. Nous avons quitté la ville en excès de vitesse à coup sûr, mais en sécurité. Voilà, cette histoire elle est maintenant finie. Oui, j'ai mal à la gorge, elle est très longue et il y a beaucoup de détails. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que normalement le gars il vient pour se détendre en vacances et que là c'est pas le cas du tout, il est épié par un, voire plusieurs hommes, on sait pas combien. Et le truc c'est qu'on sait toujours pas ce qu'ils lui veulent vu que ça a l'air centré sur lui quand même.
Je sais pas ce que vous auriez fait, mais vous pouvez me le dire en commentaire. Moi de mon côté, je serais allé confronter l'homme. On passe de suite à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lexi. Elle a 17 ans, mais au moment des faits, elle a 11 ans. Elle nous raconte cette histoire 6 ans après parce qu'elle a subi des traumatismes après cette histoire. Cette histoire commence un vendredi soir vraiment banal. Ses parents sont partis voir un spectacle. Elle est donc à la maison avec son grand frère Hayden et son petit frère Warren. Hayden, il a 14 ans, Lexi a 11 ans et le petit dernier Warren a 7 ans. D'ailleurs, ce sont pas les seuls enfants de la famille. Ils ont aussi un petit chien, Albert. C'est un chien très gentil et les enfants l'adorent. Elle nous dit que son grand frère Hayden s'occupait vaguement d'elle et de son petit frère Warren. Vu qu'il a 14 ans, Hayden il préfère passer son temps à jouer aux jeux vidéo plutôt que de passer du temps avec son frère et sa sœur. Hayden, quand il joue aux vidéos, il entend plus rien autour de lui. Il est très concentré. Pourrait y avoir le feu à 2 mètres de lui que ça le dérangerait pas du tout. Il finirait sa partie. Lexi, elle nous détaille comment est la maison. Au rez-de-chaussée, il y a un salon, une cuisine, une salle à manger et une salle de bain. À l'étage, il y a 4 chambres et dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Ce soir-là, Lexi elle est dans le salon avec son petit frère Warren pendant qu'Hayden est en haut dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Les deux petits dans le salon regardent un film sur le canapé et à ce moment-là, il est aux alentours de 22h30. C'est l'heure à laquelle Warren doit aller dormir vu qu'il est assez jeune. Lexi ferme la télévision, les stores, les lumières et elle va pour monter avec Warren dans sa chambre. En montant les escaliers, elle a un mauvais pressentiment. Mais il n'y a aucun bruit dans la maison. Elle monte l'escalier avec Warren juste derrière elle. Elle se dirige lentement vers la chambre de Warren. Avant de tourner la poignée de la porte, elle souffle 2-3 fois avant de se donner du courage. Elle tourne la poignée. Lexi et son frère rentrent donc dans la chambre et Lexi ne voit rien d'anormal à ce moment-là. Mais Lexi reste méfiante. Le petit Warren prend son pyjama et va dans la salle de bain. Et Lexi essaye de se comporter d'une façon naturelle pour ne pas inquiéter son petit frère, mais elle est pas très bien de son côté. Warren se change dans la salle de bain, il nettoie ses dents et Lexi le raccompagne jusqu'à sa chambre. Elle attend qu'il s'endorme avant de sortir de sa chambre sur le bout des pieds. Elle va dans sa chambre et elle essaye de dormir. Elle essaye tant bien que mal pendant 2 heures. Elle peut juste pas dormir, elle cogite trop. Elle a peur pour son petit frère Warren. Elle se rend dans sa chambre et elle le réveille pour lui dire qu'il doit dormir avec elle dans sa chambre. Warren, il a 7 ans, il est 2 heures du matin, il accepte sans broncher d'aller dans la chambre de Lexi. Après avoir couché Warren avec elle dans son lit, Lexi entend des bruits qui viennent de la chambre de Warren. Elle décide de prendre son courage à 2 mains et elle se dirige vers la chambre de Warren. Quand elle arrive dans le couloir, quasiment devant la chambre de Warren, elle a une vision d'horreur. Elle voit un homme d'une 20aine d'années avec une arme à feu dans la main. Et il est en train de fouiller sous le lit, dans les couettes, dans le placard, dans la salle de bain de sa chambre, bref, partout. Lexi, elle est juste choquée. Elle a 11 ans et elle sait pas quoi faire. Mais il y a une chose dont elle est sûre, elle ne veut pas mettre ses frères en danger. Elle réussit à retourner dans sa chambre en pleurant silencieusement. Elle a très peur et elle cherche quelque chose pour se défendre. N'importe quoi qui pourrait lui servir. Elle réveille Warren et elle lui dit en chuchotant qu'il doit se cacher tout doucement dans sa salle de bain. Elle veut aussi aller prévenir Hayden, son grand frère, mais sa chambre se trouve devant celle de Warren, exactement là où est l'homme armé. Par chance, Hayden a oublié son téléphone portable dans sa chambre. Lexi en profite pour appeler la police et elle leur explique qu'un intrus est dans leur maison, plus précisément dans la chambre de son petit frère et que cet homme est armé, que ses parents ne sont pas là et qu'il faut que la police arrive au plus vite. Les chambres de Lexi et de Warren sont collées, du coup Lexi peut entendre l'homme qui est furieux. Lexi se fige car elle entend maintenant l'homme se diriger vers la chambre d'Hayden. Lexi a le téléphone d'Hayden, elle ne peut donc pas le prévenir que quelqu'un est dans la maison. Actuellement, il doit dormir paisiblement après avoir joué aux jeux vidéo toute la soirée. Il n'est pas prêt à se défendre face à cet homme. Lexi entend l'homme ouvrir la porte d'Hayden. Lexi craint le pire, mais Albert, le chien de la famille, est maintenant à l'étage et il aboie comme un fou. Il a commencé à attaquer l'individu. Mais à ce moment-là, la police arrive dans la maison et arrête l'homme qui était encore en train de se débattre avec le chien. L'homme a été emmené de suite au poste de police. La famille a appris plus tard que cet homme avait déjà été arrêté pour cambriolage et pour meurtre de 3 enfants.
Ils ont déménagé par la suite, Lexi et Warren se sentaient plus du tout à l'aise dans cette maison. Et c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Je suis très content de cette histoire, c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à celle qu'on a vue dans la vidéo précédente, et il y a suffisamment de choses qui changent pour qu'elle soit racontée aussi, et celle-ci est vraiment très bien aussi. Et Lexi, mine de rien, 11 ans, mais elle a quand même senti le danger. Encore une fois, c'est encore un chien qui sauve des enfants, mais c'est un truc de fou. Parce qu'on peut clairement supposer qu'il les a vraiment sauvés vu que le mec a été arrêté pour cambriolage et pour plusieurs meurtres d'enfants. Donc Albert le chien a quand même sauvé ses enfants. D'ailleurs, est-ce que ça vaut pas un petit Albert le héros dans les commentaires? Moi je pense que si. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de soutien, si t'es pas abonné je t'invite à le faire et activer la petite cloche comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Ce serait dommage quand même. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien les petits potes, tchuss! Play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.